Nous allons passer alors dans la troisième communication. En fait, troisième communication, il sera en fait avec M. Robisson sur cette partie-là. Merci. À vous la parole. Merci, monsieur le facilitateur. Donc, on va parler de cadre, mettre en place un cadre sectoriel de qualification. À Madagascar, actuellement, au niveau qualification, il n'y a pas encore de cadre, de vrais cadres de qualification qui ont été mis en place. Mais les qualifications, c'est quoi exactement? Pour les certifications, on peut certifier deux cursus de formation différentes. La première, à partir de la formation initiale et ou continue, qu'on va évaluer les acquis de la formation pour obtenir la certification. Mais une autre voie d'acquisition de certification aussi, c'est la validation des acquis pendant les expériences effectuées dans une entreprise. Donc, déjà deux voies de certification et actuellement, cette deuxième voie, le FAE, commence à se faire, à se mettre en place à Madagascar. Un certificat de qualification, c'est quoi exactement? Quand on dit certification, il faut toujours faire référence à des normes, car chaque qualification doit être normée. Les qualifications constituent du résultat des acquis de l'apprentissage attestés et certifiés après évaluation. Les qualifications professionnelles peuvent être définies comme les compétences que doit pouvoir mobiliser pour exercer un emploi. C'est-à-dire, avant d'exercer un emploi, il faut posséder ces différentes qualifications. Donc, les normes sont des énoncés qui décrivent les compétences professionnelles d'une personne. Être capable de faire tant, etc. Donc, il y a quelque chose qu'on peut mesurer dans l'énoncé de ces normes. Les normes sont négociées entre les acteurs du secteur service public concerné, représentants du secteur privé et de la société civile. Quand on écrit les normes, il faut toujours associer tous les acteurs concernés, les services publics, le secteur privé et aussi les sociétés civiles. Un cadre de qualification est un instrument de définition et de classification de normes. Donc, si on va mettre sur place un cadre de qualification à Madagascar, on y trouvera les classifications de chaque qualité, de chaque qualification pour chaque métier. Pour qui ce cadre de qualification? Les professionnels de l'industrie touristique. Définir des cheminements de carrière, valoriser l'image publique et professionnelle, ouvrir la voie au défi de l'avancement. Pour les employés et les propriétaires aussi, définir les domaines dans lesquels les employés doivent être compétents pour faciliter le recrutement, la formation et le perfectionnement du personnel. Disposer d'une élite professionnelle qui se traduit par une amélioration des résultats. Pour qui aussi, pour les enseignants, pour établir les programmes d'études, cerner des niveaux de compétences des formateurs et finalement, ce cadre de qualification sera pour les étudiants pour s'informer sur les objectifs des programmes, s'informer sur les progressions de la formation. Les qualifications Madagascar. On a
À Madagascar, on a 2 ministères certificateurs, le METFP et le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour le METFP, actuellement, on a une multiplication de programmes de formation, large éventail de diplômes et de niveaux, mais décalage entre les niveaux de qualification et les compétences développées. Définition de normes, mais pour les infrastructures et les équipements, pas en termes de compétences attendues. Les normes qui sont mises en place au niveau de METFP actuellement concernent les infrastructures et les équipements que doivent disposer chaque centre de formation. Mais concernant les compétences attendues, il n'y a pas encore de normes établies là-dessus. Des certifications délivrées, mais sans s'appuyer sur des normes de qualification, parce qu'il n'y avait pas encore des normes en termes de compétences attendues. Donc, les certifications délivrées telles quelles. Il y a le décret 2011-423, le nouveau décret, qui structure les formations, mais le travail sur les normes de qualification doit encore être lancé. Ce n'est pas encore stipulé dans le décret. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, projet de mise en place d'un cadre de qualification dans le supérieur suspendu. Il y avait déjà ce projet-là de mettre en place un cadre de qualification, mais suspendu, changement des gouvernements, etc. Mise en place de système LMD en cours, construit sur 3 niveaux de qualification, niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Les offres de formation doivent être habilitées par une commission nationale d'habilitation. Dans un deuxième temps, la mise en œuvre fera l'objet d'une accréditation. Vérifier sur site les modalités de la formation permettent effectivement l'acquisition des compétences visées. Merci. Je salue la présence de Monsieur le ministre. C'est très bien que vous êtes là, Monsieur le ministre, parce qu'on aura besoin de vous éventuellement pour mettre en place ce cadre à Madagascar. Voilà l'île Maurice. Hein. J'espère que tout le monde connaît l'île Maurice. Nous avons une petite économie, une croissance 2012 3,4 et donc superficie, population 1,3 million. Et bien sûr, le succès mauricien, comme vous le connaissez déjà, est dû à la canne à sucre, le textile et bien sûr le tourisme. Et maintenant, nous avons d'autres piliers comme les finances, etc., qui entrent et l'informatique. Donc, pourquoi un cadre ? C'est un peu ce que mon ami a dit. Hein. Il y avait quand même une multiplicité. Vous avez dit, il y a prolifération, etc., des qualifications, des programmes qu'on offre partout un peu. C'était ça, l'île Maurice. Moi, nous l'avons, bon, le terme que moi je m'en sers, hein, c'est la jungle. C'était la jungle des qualifications. On ne connaissait pas vraiment la valeur des certificats. Qu'est-ce que c'était un diplôme? Bon, dans le système anglo-saxon, on dit certificat pour les qualifications qui sont au niveau un peu plus bas. Diplôme, c'est un peu ce qu'on appelle diplômat. Et puis, ça vient la licence, le master, etc. Donc, on avait ce problème de cadre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez, très souvent, ce qui se passait à l'île Maurice, il y avait les organisations de l'extérieur, beaucoup plus anglo-saxons, qui venaient à l'île Maurice et nous disaient, ben, vous savez, voilà, un diplôme, vous avez un diplôme en 3 mois, vous avez un diplôme en 3 semaines. Mais c'était quoi ça? Et les gens disaient, ben voilà mon diplôme, et donnez-moi du travail. Mais ce n'était pas possible, hein? Alors, on a voulu mettre un peu de l'autre dans tout ça, et c'est la raison pour laquelle on a un cadre national de certification. Mais ici, moi, je vais proposer, bien sûr, un cadre sectoriel pour le tourisme, pour commencer, si vous voulez bien. Alors, le système de certification fut quand même un handicap à l'île Maurice, pour le développement, bien sûr, de l'île Maurice, et bien sûr, à l'aboutissement des buts établis par rapport au déploiement des ressources humaines. Alors, des coûts ayant de durée et des niveaux vraiment très variés. Et bien sûr aussi nous avons toujours les certificats, ce qu'on appelle les certificates of attendance, les attestations. Ça existe toujours. Mais les attestations sont beaucoup plus pour la formation continue.
Mais ce qui se passait auparavant, les gens se servaient des titres, et là aussi c'est très important. On disait, vous avez un diplôme, je ne sais pas moi, un diplôme comme facilitateur. Alors, le monsieur là, il va prendre son diplôme, très grand diplôme, certificat, et il va chercher un emploi avec monsieur le ministre, voilà mon diplôme maintenant, donnez-moi un emploi comme facilitateur. Et par contre, ce diplôme-là, il l'a suivi pendant 2 jours. Alors, c'est pas possible. Bien sûr, des parcours limités. Très souvent, et ça c'était un peu ce qu'on a entendu un peu, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la passerelle, l'articulation, que moi j'appelle l'articulation, dans le cadre? Donc la passerelle est très importante. Alors, on a mis sur place l'autorité, et là aussi, je dois dire, c'est l'autorité qui a bien sûr comme but principal, l'objectif de l'autorité, c'était tout d'abord de créer ce cadre, d'implémenter ce cadre et de maintenir le cadre. Et la maintenance, c'est quand même assez difficile. Mais ce qu'on fait, voilà, ça c'est le cadre qu'on a développé. Donc, comme vous voyez, c'est un peu petit, mais Certificate of Primary Education, ça c'est le primaire. C'est niveau 1. Au niveau 2, nous avons les différentes certifications que je vais montrer pour l'hôtellerie après. Et vous allez jusqu'au diplôme au niveau 6. C'est ça le diplôme. Donc maintenant, après le diplôme, vous pouvez entrer au tertiaire et faire votre licence. Le diplôme est d'une durée de 2 ans, et puis la licence, bien sûr, 3 ans. Mais si vous avez fait le diplôme, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un top-up programme d'1 année, et vous avez votre licence. C'est surtout dans l'hôtellerie. Donc les gens qui ont fait un diplôme chez nous, un diplôme, ils peuvent aller faire la licence soit à l'université de Maurice, ou soit nous avons des arrangements avec l'université de Limoges en France. Donc ces gens-là vont partir à l'université d'Aix-Marseille, et ils vont faire la finalité de leurs études en France aussi. Ça, c'est le cadre, voilà, c'est un peu mieux. Donc comme vous voyez, dans le cadre, nous avons le système d'éducation primaire et secondaire, tout ce qui est technique et professionnel, et aussi ce qui est tertiaire. Et nous, à la MQA, nous avons à gérer tout ce cadre-là. Les objectifs de la MQA, bien sûr, le développement, l'implémentation et la gérance, la maintenance de ce cadre. Mais nous avons aussi à nous assurer que les qualifications qui sont émises ou qui sont accréditées à l'île Maurice sont aux normes internationales. Très souvent, vous savez, il y a beaucoup de formateurs qui sont là parmi nous. On peut facilement monter un programme. Et on dit, ben voilà, ça c'est le programme niveau 2, niveau 3, etc. Mais lorsqu'on les compare avec les normes internationales, on va, non, c'est pas bon. Il faut refaire. On ne va pas donner l'accréditation à ce programme-là. Donc, on est très, très strict à ce niveau-là. Et bien sûr, il faut l'adhérence, ce qu'on appelle au règlement d'enregistrement et de formation. À l'île Maurice, c'est très réglementé. Les formateurs sont enregistrés et agréés par l'autorité. Les programmes sont accrédités par l'autorité. Donc, on ne peut pas faire une formation à l'île Maurice sans être accrédité par la MQA. Et bien sûr, il y a les sanctions qui viennent, si vous le faites, bien sûr, à vos risques et périls. Donc, c'est ça le cadre. Le NQF, ou le cadre national de qualification, qui aide à développer, bien sûr, et à développer et à classifier les qualifications par rapport aux critères des niveaux respectifs. Donc, comme je vous ai montré, il y a différents niveaux. Donc, on peut être pâtissier. Pour être pâtissier chez nous, il faut un niveau 3. Mais pour être chef pâtissier, il faut un niveau un peu plus élevé, 4. Donc, on a des certifications pour chaque niveau. Il aide à développer des référentiels et des qualifications. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les unit standards. C'est un peu différent des référentiels, mais plus ou moins, si vous voyez, la traduction anglo-saxon et français, ce n'est pas fait exact littéralement. Donc, je dirais, les référentiels sont ce que nous appelons les standards, les normes. Facilite l'enregistrement et l'accréditation des cours, des gens qui vont donner la formation, et facilite aussi la reconnaissance et l'équivalence des qualifications. Donc si demain nous avons un programme
que j'ai regardé ici, hein, le BTS que mon ami m'a montré, ou le CAP, on peut dire que facilement, si demain quelqu'un de Madagascar vient à l'île Maurice, moi je vais reconnaître, parce que c'est un programme reconnu par l'État, alors à l'île Maurice aussi, on va reconnaître le CAP qui est délivré au Madagascar. Mais c'est plus facile, bien sûr, si vous avez un cadre. Donc c'est la raison pour laquelle je prêche un peu partout qu'on doit avoir un cadre. Ça nous facilite le travail à avoir cette reconnaissance et cette équivalence des qualifications. C'est donner aussi la possibilité au centre de formation de délivrer des diplômes reconnus. Parce que si c'est sur le cadre national de certification, par exemple, je vous donne l'exemple, si demain un centre de formation de Malgache veut venir s'implanter à l'île Maurice, alors je dirais oui, bien sûr, c'est possible. Vous voulez délivrer vos certifications Malgache à l'île Maurice, ça aussi c'est possible. Mais seulement, on doit passer par l'accréditation sur le cadre national. Lorsqu'on va passer par tout ce processus-là, on va regarder la qualité, etc., ben on va dire, ben oui, c'est un programme acceptable à l'île Maurice. Et vous pouvez délivrer, si le gouvernement malgache, bien sûr, accepte que vous délivrez cette certification à l'île Maurice, on vous donne la possibilité à travers ce cadre-là. Donc, pareil, si l'île Maurice, demain, les centres de formation veulent venir s'implanter à Madagascar, ils peuvent toujours aussi, avec, bien sûr, toutes les autorités qu'on doit avoir, etc., donner les cours à Madagascar. Mais à ce moment-là, lorsque vous avez le cadre, vous saurez exactement qu'est-ce que c'est le programme. Est-ce que c'est un programme au niveau certificat niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5? C'est un diplôme, c'est une licence, c'est quoi? Alors, à travers le cadre, on a la possibilité d'avoir ces informations-là aussi. C'est quand même un outil de communication aussi. Et bien sûr, chez nous, le cadre a permis l'implémentation de la VAE. C'est ça qui a été facile parce qu'il y a référentiel, il y a les formateurs, il y a donc tout un système autour de ce cadre qui a permis l'implémentation de la VAE. Les avantages, bien sûr, encourager la formation continue, comme ça les gens savent où ils sont et où ils partent, et bien sûr prendre en considération les problématiques de certification et d'accréditation. Comme je vous ai expliqué auparavant, on ne peut pas permettre à tous les programmes qui sont offerts à venir à l'île Maurice. Donc on choisit, on filtre les programmes à travers la procédé d'accréditation. Attribuer la même valeur... c'est ça le problème, hein, vous savez, surtout lorsqu'on parle du tourisme. Mais ce n'est pas juste le tourisme, c'est le technique et professionnel. Lorsqu'on dit qu'on a un certificat technique et professionnel, on dit, ben, vous savez, vous êtes les gens qui ont failli dans le système normal. Ce que moi j'appelle le système normal. Mais ce n'est pas tout. Chez nous, moi, je dois vous dire que si vous avez un certificat technique et professionnel, je vous garantis un job. Vous avez un travail. Par contre, si vous avez un certificat normal, ça, je ne vous garantis pas un job. Donc, à vous de me dire quel est le certificat qui a plus de valeur. Généralement, on dévalue le professionnel. Mais le NQF vous donne la possibilité de voir sur quel niveau vous êtes. Donc, si vous avez un niveau 3, vous pouvez dire, ben moi, ou un niveau 5, c'est le bac. Donc, on peut avoir un certificat professionnel niveau 5 qui est équivalent, comparable, moi le mot que je m'en sers, c'est comparable au bac. La participation des employeurs, ça aussi c'est très important, parce que lorsqu'on va définir les référentiels, les normes, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas les académiciens qui le disent, c'est les employeurs qui le disent. Et nous transmettons un peu, nous changeons, nous écrivons un peu, si vous voulez, les normes. Mais ce sont les employeurs, l'industrie qui nous dictent quelles sont les normes qu'ils ont besoin. Un système rigoureux pour l'assurance qualité, bien sûr, et la possibilité d'intégrer de mobilité dans le système. Donc, c'est cette articulation, cette passerelle qu'on avait parlé un peu plus tôt. La reconnaissance internationale des diplômes à titre vocationnel, bien sûr, et professionnel, émis par l'île Maurice. Donc, si on a un certificat en pâtisserie et vous regardez sur les référentiels, vous verrez que ces référentiels se répliquent un peu dans les mondes. Moi, je peux prendre pour les îles Vanille, je peux vous dire que le référentiel pâtissier niveau 3 à l'île Maurice est pareil, mot pour mot, avec les référentiels Seychelles, parce que Seychelles aussi ont un cadre national de certification. Donc,
les référentiels vont être pareils, mot pour mot, parce qu'on s'en sert des mêmes référentiels. Voilà, ça, c'est un phénomène global. Hein. C'est pas comme si on fait un cadre national à l'île Maurice. Hein. C'est un peu partout. Donc, comme vous voyez là, ça sont les premiers, ce qu'on appelle la première génération des cadres de certification, en vers la deuxième. Et maintenant, là, ce qu'on a, c'est le regroupement. Vous savez, le SADC, nous avons le cadre régional qu'on est en train de travailler, l'European Qualifications Framework, bien sûr, on a les cadres au niveau de CARICOM, etc. Donc voilà, ce sont ça, les différentes générations des cadres. Et l'avantage que l'île Maurice a eu, nous avons copié beaucoup plus sur les premières générations. Vous savez, les premières générations, c'était ça. Hein, dans les années 96, on avait commencé à avoir les cadres de certification, de qualification. Alors, ces pays-là, je ne peux pas vous dire qu'ils sont les meilleurs, hein, même si ce sont les pays européens qui ont développé. Vous verrez, dedans, il y a l'Afrique du Sud. Alors moi, lorsque j'avais commencé le cadre mauricien, j'avais demandé à mes amis de l'Afrique du Sud, mais pourquoi est-ce que vous avez 8 niveaux? Ils disent, mais vous savez, 8 niveaux, c'est ça le norme. Hein. Et l'Europe a choisi le 8 niveaux. Alors j'ai dit, ben, ok, moi j'ai choisi 10 niveaux parce que ça cadrait beaucoup plus avec les qualifications, le système éducatif à l'île Maurice. Alors, ce que nous avons fait, nous avons copié beaucoup plus sur ce qui s'est passé, mais l'adapté à nos contextes. Et aujourd'hui, en général, je dois dire, tous les cadres qui se développent avec un niveau 10. Voilà, ça c'est le cadre. Donc comme vous voyez, il y a différents niveaux. Et même si les gens n'ont pas le certificat de primaire, ils peuvent toujours, les adultes, hein, après 16 ans, ils peuvent toujours avoir un National Certificate on Adult Literacy. Donc c'est pour les adultes. Ils ont la possibilité de réintégrer le système de formation. Donc voilà, ça c'est la passerelle, etc. Donc c'est ça qui est très important. Le comité consultatif de la formation et de l'industrie, ce qu'on appelle les ITAC. Donc, nous, au niveau du gouvernement, ce qu'on va faire, on va approuver bien sûr la qualification, les référentiels, etc. Mais c'est tout qu'on fait. On ne peut pas comme si venir challenge les gens et dire, ben, vous savez, nous, on n'est pas d'accord avec ce référentiel-là. Parce que la dame, elle qui est dans l'industrie, elle peut nous dire exactement ce que l'industrie a besoin. Ce n'est pas à nous de dire ça. Donc, à travers ça, on a pu mettre quand même pas mal de qualifications. Et comme vous voyez, le comité représentant de l'industrie, de la formation, donc les formateurs sont très impliqués aussi dedans, et des experts dans la matière. À ce jour, nous avons 21 comités, donc dans chaque secteur de l'économie, on a ces comités-là. Et bien sûr, on développe les qualifications par rapport aux besoins des attentes en ressources humaines, aux normes internationales, et bien sûr, une progression pour les apprenants. Le modèle, je ne pourrais pas aller en détail parce que la dame m'a déjà montré ma carte, et j'ai 1 minute. Mais c'est quelque chose de très technique. On a un titre, on a des éléments de performance, ce qu'on appelle les critères de performance, le nombre de crédits, la durée de chaque référentiel. Et bien sûr, les référentiels expirent. Donc, on a des dates d'expiration, pareil comme les médicaments. Hein. Les qualifications aussi expirent après un certain temps. On ne peut pas dire que la qualification qu'on avait développée 20 ans de cela va être applicable aujourd'hui. Hein. Il faut que ça change. Et surtout dans l'informatique, ça change tous les 2 ans, 1 année même. Par contre, pour l'hôtellerie, ça change tous les 5 ans. Heureusement. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie à développer ces référentiels. Donc voilà, ça c'est une unité de référence. C'est ça que j'appelle un référentiel. Donc c'est un certificat national niveau 3, restaurant et bar. Et il y a les différentes unités dedans, différentes compétences, etc. Que malheureusement, je ne pourrais pas développer. Hein, mais c'est là, unité de référence, les compétences et les critères de performance. Voilà, ça c'est l'exemple d'une grille d'évaluation. Comment est-ce qu'on va évaluer? D'après les 5 compétences qu'on a développées, on regroupe un peu, si vous voulez, pour l'évaluation. Donc ça, c'est un peu intéressant pour vous parce que, comme vous verrez, il y a cette passerelle avec les différentes... Bon, je n'ai pas pris toutes les qualifications qu'on a en hôtellerie, mais on a pris quelques-uns pour vous expliquer un peu. Donc, c'est cuisine, bar, restaurant, accueil, pâtisserie, tour guiding, etc.
Et lorsque ça monte, vous verrez que ça diminue un peu et éventuellement, avec toutes ces certifications-là, ça vous permet au niveau 4 et 5, vous aurez la possibilité éventuellement d'aller jusqu'au diplôme. Donc, vous voyez, que vous avez fait un certificat en cuisine ou en food and beverages ou en accueil, vous pouvez aller toujours au niveau 5, un National Certificate, ce qu'on appelle un certificat national en gestion hôtelière. Et puis éventuellement, bien sûr, vous faites votre diplôme et vous allez, si vous voulez, monter en licence. Donc, nous avons eu quelques difficultés, bien sûr. C'est toujours la compréhension du cadre national. C'est très, très technique. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est un cadre national de qualification. Donc, il faut toujours faire des campagnes de sensibilisation, etc. Le développement des référentiels. Dans plusieurs secteurs, vous savez, les gens de l'industrie ne sont pas aussi disponibles, hein, des fois, pour venir à chaque fois, tous les mois, venir chez vous, pour consulter et discuter, et tout ça. Donc, c'est aussi une difficulté qu'on a eue. C'est ça la formation des comités consultatifs. Et le coût, bien sûr, ça coûte quand même assez cher parce qu'il faut payer, etc., les gens. Et le suivi post-VAE, bon, il y a plusieurs. Mais nos avancées quand même, nous avons maintenant développé plusieurs qualifications et les standards, c'est ça les référentiels. Nous avons le système de la VAE sur place, une assurance qualité très rigide et la reconnaissance et l'équivalence des diplômes. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, voilà donc la cadre de la qualification, le cadre sectoriel donc de la qualification. Je crois que Monsieur Algou a bien expliqué donc avec une clarté exemplaire sur la norme, sur les structures à mettre en place pour avoir justement une qualification, pour pouvoir créer justement des attestations, des diplômes, des référentiels, etc., etc. C'est un exemple riche quand même, un exemple mauricien, et je crois que c'est quand même une opportunité pour nous de prendre en compte justement ce genre d'expérience, ce genre de... Voilà. Ceci étant, est-ce que vous avez encore des questions alors à poser à nos intervenants? Oui, monsieur. Oui, Asnara Marsan du PNUD. Je voulais poser une question aux représentants du MQA. Quel est le statut du MQA? Quel est son lien avec les ministères, par exemple, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle? Vous avez aussi parlé des comités consultatifs. Il y en a qui sont sectoriels. Comment est-ce que ça se structure? Est-ce que ce sont des comités qui se réunissent de temps en temps selon les besoins? C'est un peu les avancées sur le modèle. J'ai compris votre question. Merci beaucoup. C'est très intéressant. La MQA, c'est quand même un organisme para-étatique à l'île Maurice. Donc, nous dépendons de l'éducation nationale et des ressources humaines, le ministère de l'éducation nationale et des ressources humaines. On n'avait pas un ministère de l'éducation supérieure à l'île Maurice. Ce n'est qu'en 2010 qu'on a un ministère séparé. Et bien sûr, les membres du comité sont les membres des différents ministères. Auparavant, il y avait un ministère de ressources humaines séparé et l'éducation nationale. Et on a le chef du cabinet qui est membre de notre conseil d'administration. Nous avons de l'autre côté, bien sûr, le secteur privé et le directeur ou le représentant du secteur privé et aussi le vice-président de notre conseil. Ça, c'est par la loi. Donc, le président est nommé par le ministre, mais le vice-président, lui, c'est toujours quelqu'un du secteur privé. Donc, comme ça, on a 7 membres dans notre conseil d'administration. 50% gouvernementaux et 50% privés. Mais l'autre partie de question que vous m'avez posée, oui, le ITAC, comme on les appelle, se réunissent une fois par mois. Et ça aussi, ça comprend environ 8 à 10 personnes au maximum. Je vais vous dire pourquoi. On aurait bien aimé avoir beaucoup plus de personnes, mais on leur paye, vous savez, pour leur dérangement. Et je disais ça à mon ami Alexandre, hein, on pouvait même pas, vous savez, les gens qui viennent dans ce comité consultatif sont les directeurs généraux des entreprises à l'île Maurice. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu les entreprises privées à l'île Maurice. Les directeurs généraux, ils sont très très bien payés. Donc ça ne couvre même pas l'essence, le frais d'essence de leur voiture, parce qu'ils ont des bolides qui viennent.
C'est juste pour vous expliquer. Mais au niveau gouvernemental, on a un problème. On a un budget, donc il faut travailler d'après le budget. Mais ces gens-là sont impliqués parce qu'ils savent que s'ils vont développer ces qualifications, ces référentiels, vont les aider éventuellement à avoir une plus grande, une qualité, je dirais, améliorée de leurs compétences, de leurs employés dans l'entreprise. J'espère que je vous ai répondu, madame. Merci. Merci. Donc, monsieur Algou, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Alain Razzona, secrétaire général du Comfort. J'ai 2 questions à vous poser. La première, ça vous a pris combien de temps pour mettre en place le mécanisme pour le secteur tourisme-hôtellerie? Et une deuxième question assez indiscrète, ça vous a coûté combien? Merci. Tout d'abord, lorsqu'on avait commencé la MQA, on avait mis